Puis la mort de François. François Truffaut. Anne-Marie, Madame Miéville, m'a dit maintenant qu'il est mort, vous allez être privé de protection. Il ne vous protégera plus puisque c'était le seul de la nouvelle vague qui avait été accepté et qui avait cherché à rejoindre, entre guillemets, l'establishment. Et en quoi il ne vous protège plus? Le 4 mai 1959, en soirée, au Festival de Cannes, a lieu la projection officielle des 400 coups. C'est un triomphe. Après la séance, Jean-Pierre Léaud est célébré par tous. Le Festival 1959 consacre la nouvelle vague comme événement public. Les journaux ne parlent que du jeune cinéma français, du renouveau. Au château de la Napoule, juste à côté de Cannes, le journal Art réunit les jeunes cinéastes pour un débat et une photo de famille, la première du genre. Jean-Luc Godard, caché derrière ses lunettes, est au dernier rang. Il est dans la photo, mais tout juste, quand Truffaut, vedette incontestée du festival, est mis en valeur. Jean-Luc Godard, à Paris, a déjà rencontré Georges de Beauregard, l'un de ces producteurs opportunistes, prêts à tenter l'aventure du premier film d'un inconnu, quand le film jeune devient à la mode. Mais Truffaut et Chabrol assurent le coup. Le 9 mai, de Cannes, ils adressent chacun un mot à Georges de Beauregard, se portant garant, le premier pour le scénario, le second pour la réalisation. Tout s'enclenche. Jean-Luc Godard, grâce à cette solidarité fraternelle, met à bout de souffle sur les rails. Avant de venir à Cannes avec les 400 coups, François Truffaut s'était déjà fait un nom. C'est un jeune journaliste vedette, critique à la plume polémique redoutée. Il travaille au Cahier du cinéma et à Art, tribune très lue, où il a enterré le cinéma français qui crève sous les fausses légendes. Ce cinéma de qualité qu'il juge empesé, engoncé, miné par le poids des acteurs vedettes et des lourds tournages en studio. Il a également condamné le Festival de Cannes lui-même, qu'il dit sans horizon, académique, corrompu. En 1958, François Truffaut a même été interdit de festival par sa direction. Du coup, son succès de l'année suivante y semble une sorte de revanche. Malraux, le nouveau ministre des Affaires culturelles du général de Gaulle, qui viennent tous deux d'arriver au pouvoir, a été son meilleur allié, sélectionnant lui-même les 400 coups pour le festival et l'imposant à Cannes. Entre le ministre qui arrive et la nouvelle vague qui monte, une alliance historique semble s'esquisser. Au matin du 2 mai 1959, Jean-Pierre Léaud arrive à Cannes, après un voyage en train depuis Paris dans la nuit. Le jeune héros des 400 coups a tout juste 14 ans. Dans le film, il est pour la première fois Antoine Doinel. Un acteur est né en même temps qu'un personnage. Merde, j'en ai marre de la porter. Chacun son tour. Oh, puis mon père va se douter que c'est moi qui l'ai piqué. C'est toi qui en as eu l'idée? C'est toi et salaud. Oh, ça alors? Oh, je m'en fous, je laisse tomber. T'es pas tombé sur la tête, non? Bon, et puis de toute façon, il faut que je retourne au bureau du vieux la reporter. Je vais mettre un chapeau sur la tête, comme ça, si le concierge me voit, il dira qu'il a vu passer un homme.
En attendant le palmarès, Jean-Pierre Léaud et François Truffaut arpentent la Croisette, jouent la décontraction, font mine de découvrir l'affiche du film. Déjà les journalistes les suivent, sentant le coup. La rumeur est bonne. Truffaut initie sa nouvelle créature au rituel public de la célébrité cannoise. Le cinéaste, lui, fait ses premières conférences et donne ses premières interviews. On a dit que les 400 coups, c'était un peu votre histoire personnelle. C'est un film qui est partiellement autobiographique et en tout cas ce qui n'est pas autobiographique est biographique. Autrement dit, tout est puisé dans la réalité, rien n'est inventé. Montrez-moi le pain. Ça va? Dis donc, tu l'as entamé, toi? Prends ton assiette et ton pain, viens ici. Au salade. La droite ou la gauche? La gauche, monsieur. Et on se tait! Et maintenant, vous pensez que vous êtes un personnage différent, que vous êtes quelqu'un d'autre. Absolument différent du commencement du film. Vous vous intéressez à des choses auxquelles vous ne vous intéressiez pas avant? Oui. Lesquelles, par exemple? Entre autres et surtout le cinéma, par exemple. Oui. Vous n'alliez pas au cinéma avant? Avant, j'allais au cinéma, seulement j'allais voir un film pour me distraire et pour voir des images défiler devant mes yeux. J'allais voir n'importe quoi, n'importe où. Et maintenant, je vais voir des films parce que j'ai entendu dire qu'ils étaient bons, ou bien parce qu'ils sont mauvais, justement, pour voir les erreurs, pour me mettre dans le cinéma, quoi. Pendant ce temps-là, à Paris, dans les bureaux des Cahiers du cinéma, où il est également critique, cependant encore peu connu, Jean-Luc Godard ronge son frein. C'est dégueulasse. Tout le monde est à Cannes. Qu'est-ce que je fous là? J'ai absolument besoin d'argent pour descendre au festival. Truffaut est un salaud. Il aurait pu penser à moi, dit-il à un autre critique, croisé sur les Champs-Élysées, à la porte des Cahiers. Godard sait qu'il ne doit pas rater le mouvement. Il le sait d'autant plus qu'il l'a annoncé dans Art, en commentant la sélection des 400 coups. Sitôt la projection finie, les lumières se rallumèrent, lentement dans la petite salle. Il y eut quelques instants de silence. Puis Philippe Erlanger, envoyé du Quai d'Orsay, se pencha vers André Malraux. Faut-il donc vraiment que ce film représente la France au Festival de Cannes? Mais oui. Et c'est ainsi que le ministre des Affaires culturelles ratifia la décision du comité de sélection, lequel avait décidé d'envoyer à Cannes tout seul, officiellement, au nom de la France, Les 400 coups, le premier film de long métrage de François Truffaut. Éclatée en début de festival, la bombe Truffaut aura retenti jusqu'à la fin et son écho se prolongera longtemps. Il y a 2 ans, 1 an encore, Les 400 coups seraient apparus très exactement comme l'antifilm du festival, tant par la personnalité de son auteur que par le style du film et son mode de production. Le fait qu'il contraigne aujourd'hui sur la Croisette 50 producteurs de type classique à se poser des questions angoissées et à chercher à produire des films de même type, marque une date dans l'histoire du cinéma français d'après-guerre. Les 400 coups, ce ne serait au fond qu'un film bouleversant et la confirmation du talent de l'ami François, si ce n'était soudain aussi la fusée qui éclate en plein camp ennemi et consacre sa défaite par l'intérieur. François Truffaut est davantage qu'un cinéaste et un Pygmalion pour Jean-Pierre Léaud. Le créateur d'Antoine Doinel est une sorte de grand frère protecteur pour le garçon. Il le prend sous son aile et exerce sur lui une influence irrésistible. D'une certaine manière, ils se ressemblent, incarnant tous deux un pari populaire qui veut réussir à sa manière, en préservant son authenticité. Jean-Luc Godard, comme Claude Chabrol, avec qui il fait ici le malin, est d'une autre culture, plus dandy,
plus provocatrice, très jeune turque. Réussir certes, mais avec style, comme un des beaux-arts. Mais les deux, François Truffaut et Jean-Luc Godard, dans leurs différences, ont été fascinés par une figure de malfrat désinvolte, d'escroc séduisant, Michel Portail, impliqué en 1952 dans une affaire qui fit grand bruit. Le 24 novembre 1952, Portail tue un motard de la gendarmerie en chemin vers Le Havre. Revenu à Paris, il rencontre une jeune journaliste américaine avec laquelle il mène la grande vie. Portail est finalement arrêté près de la Concorde après quelques jours de cavale très médiatisée et condamné à la prison à perpétuité. Truffaut, dans Détective, dans France Soir, a découpé et gardé les articles relatant ce fait divers, cela le passionne. Et quand Jean-Luc Godard cherche un sujet pour convaincre un producteur, il se souvient de cette affaire et du projet de film qui en était né dans l'esprit et sous la plume de son ami Truffaut, un projet déjà intitulé « À bout de souffle ». Si tu as le temps de me finir en quelques lignes l'histoire commencée métro Richelieu-Drouot, c'était le bon temps, je pourrais en faire des dialogues, écrit Godard à Truffaut à propos de ce projet. Truffaut accepte. Il offre à Godard son premier film. Comme disait le vieux père Bugatti, les voitures sont faites pour rouler, pas pour s'arrêter. Merde, la flicaille. Convaincu par ces quelques pages et cette histoire, Georges de Beauregard produit À bout de souffle, un film de Jean-Luc Godard, très différent sans doute du projet initial de Truffaut. Je te ferai lire la continuité définitive dans quelques jours, écrit Godard à Truffaut, juste avant le tournage. Après tout, c'est ton scénario. Je pense que tu seras une nouvelle fois assez surpris. Je pense même que tu n'aimeras pas ce film, bien qu'il soit dédié à Babydol, mais via Rio Bravo. En gros, le sujet sera l'histoire d'un garçon qui pense à la mort, Ne bouge pas ou je te brûle. et celle d'une fille qui n'y pense pas. Moi, je suis tombé sur un producteur que je connaissais depuis 2 ou 3 ans qui m'a dit « Est-ce que vous n'avez pas 2 ou 3 sujets pour moi ?» qui était de Beauregard. Et je lui ai dit « Les sujets, ce que je veux faire au cinéma, j'aimerais bien le faire, mais avec vous, ça ne marchera pas. Donc, c'est pas la peine que je vous les propose. Alors, aussitôt, quoi, qu'est-ce que c'est apportez-moi ça tout de suite. T'es un peu vexé que ça soit pas pour lui. Et je lui ai apporté. Il a dit « Mais si, c'est tout à fait pour moi. On va le faire. » Patricia. Il était en faillite 2 mois après. Moi, j'étais dans la même situation, c'est-à-dire on était tous les deux, tout à gagner et absolument rien à perdre. C'est lundi, cher Georges de Beauregard. Il fait presque jour. La partie de poker va commencer. J'espère qu'elle rapportera pas mal d'oseille, mot charmant que l'on n'emploie plus guère. Je voulais vous remercier de me faire confiance. Je m'excuse d'avance si par hasard je suis de mauvaise humeur le mois qui vient. J'espère que notre film sera d'une belle simplicité ou d'une simple beauté. J'ai très peur. Je suis très ému. Tout va bien. Je vous écris presque comme à mes parents et vous lègue, comme première mise pour la partie qui commence, cette devise de Guillaume Apollinaire, « Tout terriblement ». Jean-Luc Godard. Tu es un menteur, Michel. Ce serait idiot de mentir. C'est comme au poker, autant dire la vérité. Les autres croient que tu bluffes, et comme ça, tu gagnes. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous regarde jusqu'à vous me regardiez plus. Moi aussi. Truffaut suit de près la réalisation du film de Godard, son film. Ici, à la Pergola près des Champs-Élysées, il prend un verre avec son ami et un jeune acteur encore inconnu, Jean-Paul Belmondo. Je vais mettre mon affiche dans la salle de bain. Je peux téléphoner? Oui. Là, c'est pas mal, hein? Oui, très bien. Tu aimes cette affiche? Pas mal.
C'est un très grand peintre noir. J'ai dit pas mal. Est-ce que tu la trouves plus jolie que moi? Dès que tu as peur et que tu es étonné, les deux en même temps, t'as un drôle de reflet dans les yeux. Et alors? Je voudrais recoucher avec toi, à cause de ce reflet. Ça a l'air très intéressant. D'abord parce qu'on en a entendu parler, que les critiques ont l'air valables et que c'est un film vraiment qui a un sens. Ça semble être en avance sur son temps, je pense. Qu'est-ce que vous reprochez à ce genre de film? Il a l'air de se foutre un peu du public parce que c'est pas très sérieux, quoi. Ça n'a pas l'air très sérieux tout ce qu'il fait. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. C'est épouvantable, c'est grotesque et c'est horrible. Et c'est surtout d'un très mauvais exemple. J'ai vu jouer à bout de souffle et je trouve qu'on s'efforce beaucoup de salir les choses et les gens inutilement. C'est peut-être même un peu terrible, c'est que je connais beaucoup de jeunes et parmi tous les jeunes que je connais, j'en trouve certains parmi les personnages de ce film. Cette jeunesse, cette franchise dans la jeunesse, je trouve que c'est très intéressant. Oui, moi j'aime ça les jeunes. Je déplore qu'on fasse ça, mais enfin je dois suivre mon temps. Le prix Jean Vigo 1960 des longs métrages vient d'être décerné à monsieur Jean-Luc Godard pour À bout de souffle. Pensez-vous que les prix de cinéma aient leur importance? Oui, parce qu'ils attirent ils attirent l'attention sur le cinéma au détriment d'autres arts qu'aujourd'hui je trouve moins importants, ou enfin des arts qui sont à bout de souffle, tandis que le cinéma ne l'est pas. Ce mouvement qui n'est pas encore à bout de souffle, la nouvelle vague, a été lancé quelques mois auparavant par les jeunes critiques des cahiers du cinéma passant à la réalisation par leur premier court-métrage. Éric Rohmer et Jacques Rivette avaient initié le mouvement. Mais, à l'été 1957, c'est Truffaut qui reprend ce flambeau encore fragile et tourne près de Nîmes, dans la campagne cévenole, avec Bernadette Lafont et Gérard Blin, tout jeunes eux aussi, les Mistons. Lorsqu'elle se rendait au bain de rivière, elle laissait sa bicyclette posée contre un arbre et nous tournions aux touches. Les Mistons est bien accueilli. Quelques articles saluent ce petit film de 20 minutes, sa jeunesse, sa grâce, son sens du récit. On y trouve déjà en germe le cinéma de Truffaut. Quelques articles annonce même un prochain renouveau du cinéma français, avant que la revue Cinéma 58, en février, évoque pour la première fois la nouvelle vague. Ce texte applique au cinéma un terme de la sociologie en vogue, celui que Françoise Giroud, dans l'Express, à l'automne 1957, avait étiqueté sur la jeunesse française, ses espoirs, ses ambitions, ses frustrations. Vous partez pourquoi? Parce que... Allez, quoi, on prend un verre. Pressé. Oh, toutes les filles disent ça. Allez, quoi. Oh, bon, si vous y tenez, mais 5 minutes, pas plus, je suis horriblement... Jean-Luc Godard, lui, a également tourné des courts-métrages. Tous les garçons s'appellent Patrick, en juin 1957, parallèlement au Miston, puis Charlotte et son Jules, en 1958, où il est obligé de doubler lui-même la voix de Belmondo, contraint de partir d'urgence en Algérie. Tu aurais beau me supplier, je ferais semblant de ne pas entendre. Comme cet acteur, quand Simone Simon lui dit qu'elle va se jeter par la fenêtre. Je ne sais plus dans quoi c'est. C'est dans le film de Max Ophuls. Tais-toi, tout ce qui arrive c'est de ta faute. Le matin où on devait se marier, tu n'avais qu'à ne pas te rendormir. Tu ne serais pas arrivé trop tard à la mairie. Toujours pareil avec toi. Les filles croient moral tout ce qu'elles font. Merde! C'est inadmissible. Je t'avais prévenu. Ça te retombera sur le dos. Je savais d'avance que tu viendrais pleurnicher. Tu es formidable, Charlotte. Si je te pardonne, c'est un pur miracle. Il y a des limites.
Mais si, bordel. C'est en février 1958, profitant des inondations au sud de Paris, que François Truffaut a l'idée de tourner un autre court-métrage, produit par Pierre Braunberger. Faire circuler Jean-Claude Brialy et Caroline Dimes dans les terres immergées, tentant de regagner Paris. Truffaut tourne en un week-end, puis semble abandonner ses images, ne sachant trop quoi en faire. Alors, Jean-Luc Godard lui propose de les reprendre, les monte et écrit un commentaire, à la fois potache et drôle, désinvolte et brillant, qu'il fait enregistrer à la mi-décembre 1958. C'est ainsi que j'imitais Blondin. Si vous ne savez pas qui est Blondin, tant pis. J'avais peur d'être en retard à la fac, aussi réclamais-je des bottes. Oui, des bottes, à mon deuxième cousin Léon. Le jeune et beau Léon, le roi de l'accordéon. Le film qui en résulte, Histoire d'eau, est un étrange objet commun, un Truffaut-Godard, œuvre de circonstances complémentaires, la rapidité du tournage de l'un, l'art du montage et du dialogue de l'autre, comme une sorte de cordée créatrice, le temps de la complicité. Est-ce que vous saviez que sur la Côte d'Azur, après veut dire avant ? Vous allez dire que je m'écarte du sujet, que je ferais mieux de ne pas faire de digression. Justement, ça me rappelle un truc à la Sorbonne. Il y avait Aragon qui faisait une conférence sur Pétrarque. Ici, j'ouvre une parenthèse. Aragon, tout le monde le méprise. Moi, je l'aime, je ferme la parenthèse. En Sorbonne, donc, Louis Aragon qui fait une conférence sur Pétrarque. Il commence par se lancer dans un éloge terrible de Matisse. Ça dure au moins 3/4 d'heure. Finalement, un étudiant lui crie du fond de la salle « Au sujet !» Et Aragon, magnifique, fait simplement remarquer en terminant la phrase interrompue par l'étudiant que toute l'originalité de Pétrarque consiste précisément dans l'art de la digression. Moi, c'est idem. Je ne m'écarte pas de mon propos, ou alors c'est que c'est mon sujet profond. Exactement comme une auto que les inondations écartent de son trajet normal et forcent à rouler à travers champs pour gagner la grande route de Paris. Sachez que c'est un film de François Truffaut et Jean-Luc Godard. Michel Latouche a signé la photo et Roger Flétou dirigeait la production au nom de Pierre Braunberger en hommage à Max Sennett pour les films de la Cuisine. Il y a deux sortes de critiques de cinéma. D'abord une critique dont l'enseigne pourrait être cuisine bourgeoise, pratiquée par des gens pour qui le cinéma n'est pas une religion, mais un passe-temps agréable. Et puis il y a l'intelligentsia, qui pratique la critique à l'état furieux. L'intelligentsia dont je parle se croit ou se veut en état de belligérance. Qu'elle approuve ou qu'elle condamne, cette critique est furieuse parce que, jugeant les films à travers une éthique et une esthétique qu'elle s'est formée à la cinémathèque, elle est toujours en état de guerre contre la critique embourgeoisée. Monsieur, pardon. Vous n'avez rien contre la jeunesse. Si, moi j'aime bien les vieux. Aussi bien François Truffaut que Jean-Luc Godard se sont formés au cinéma comme critiques. Ils ont tous les deux écrit au Cahier du cinéma, Godard à partir de janvier 1952 à 21 ans, Truffaut à partir de mars 1953 à 21 ans lui aussi. On les appelle vite les jeunes Turcs, avec Rivette, Chabrol, Romer. La couverture jaune, la photo d'un film aimé, les longs articles érudits et classiques, les critiques des films d'actualité empreints d'un style très littéraire, forment le rendez-vous mensuel obligé des cinéphiles. Ce sont les Cahiers du cinéma, créés en avril 1951. C'est un moment d'effervescence en France. Ciné-club, films, auteurs, revues, journaux, critiques, avant-premières. Les Cahiers du cinéma sont le creuset de cette activité, dirigée par André Bazin et Jacques Doniol-Valcroze. Et c'est d'ailleurs de cette époque-là, de l'arrivée de ces jeunes Turcs au Cahier, que date le succès des Cahiers. C'est eux qui en ont fait une revue polémique et qui donc a eu une certaine prise sur les lecteurs. Et c'est à commencer, si vous voulez, avec le fait qu'a existé
un premier grand critique de cinéma, non pas qu'il n'y en a pas eu avant, c'est pas ce que je veux dire, ou il n'y a pas eu d'important, mais il y a une sorte de spécificité particulière d'André Bazin, si vous voulez, qui est là aussi d'avoir un motif dans le tapis. C'est-à-dire que les critiques de Bazin n'étaient pas des critiques épidermiques, mais se ramenaient toutes à quelque part un motif dans la tapisserie, qui était un point de départ à partir duquel il regardait les choses. André Bazin, qui était le plus grand critique cinématographique, a également été presque un père pour moi, en tout cas mon tuteur, et je n'aurais sûrement pas fait de cinéma si je ne l'avais pas rencontré. André Bazin dirige les Cahiers du cinéma, y écrit des textes au beau style clair et imagé, et fait montre d'une certaine tolérance d'esprit. Ce catholique de gauche, à la santé fragile, est ouvert aux rencontres et accepte même ceux qui ne partagent pas ses points de vue sur le cinéma. Il comprend vite que sa revue a besoin de l'énergie, de l'invention et du savoir cinéphile des jeunes critiques, des jeunes Turcs, dont Truffaut puis Godard sont les chefs de bande, avec Jacques Rivette et Claude Chabrol, parrainé par un aîné qui n'est pas le dernier à affirmer des idées nouvelles et polémiques sur le cinéma, Éric Rohmer. C'est par l'intermédiaire d'Éric Rohmer et de son ciné-club, le ciné-club du Quartier Latin, et de sa revue, la Gazette du cinéma, que Truffaut et Godard se sont rencontrés en 1949, fréquentant les mêmes bancs, la même salle, les mêmes colonnes, aimant les mêmes films, amis dans la cinéphilie. Au Festival du film maudit de Biarritz, du 11 au 18 septembre 1950, on retrouve les deux jeunes gens, et cette photo, la première, les montre ensemble devant les grilles du lycée de Biarritz, où la bande cinéphile dort dans le dortoir avant d'aller chaque jour voir et revoir des films. C'est ici comme l'image source d'une amitié, la première scène d'un roman d'initiation, le plan originel d'un film sur une camaraderie complice. François Truffaut est d'origine modeste, mais dans sa vie et dans sa famille, la culture, la lecture, l'éducation a toujours compté. Jean-Luc Godard, lui, élevé en Suisse, sur les bords du lac Léman, entre Genève, Nyon et Lausanne, est un jeune homme de bonne famille, pour qui compte d'abord la nature, la montagne, les sports. Au milieu de ses sœurs et de son frère, il est élevé dans une famille protestante et fortunée, cultivée. Par son père, c'est un Godard, médecin qui dirige une belle clinique sur les bords du lac. Et par sa mère, c'est un Monod, grande famille protestante, intellectuelle, industrielle, banquière. Son grand-père, Julien Monod, est aussi bien l'ami de Paul Valéry que le fondateur de la Banque de Paris et des Pays-Bas. La jeunesse de Truffaut n'est pas heureuse. Enfant délaissé, peu aimé. Elle est cependant sauvée par l'amour du cinéma. La vie, c'était l'écran, a-t-il dit. Il fonde un ciné-club à 16 ans, voit des milliers de films. Godard aussi est cinéphile, mais un peu plus tardif, après des études plus poussées, moins autodidactes. Le voici, en jeune homme bien mis et bien né, style Harcourt, fasciné par les belles voitures américaines, ici celle de son père. La vie de François Truffaut est plus dure. Il a volé pour rembourser les dettes de son ciné-club. Il est envoyé en maison de correction, fait de la prison. Il s'engage dans l'armée, puis déserte. La prison l'attend de nouveau. Jean Genet,
qui le rencontre à ce moment-là, lui écrit « J'espère que vous garderez longtemps cette gravité du regard et cette façon simple et un peu malheureuse de vous exprimer. Littéralement, il est sauvé par le cinéma, qui est sa survie. La cinéphilie est plus encore qu'une forme d'éducation, c'est pour lui, et pour Godard aussi au même moment, en rupture avec l'horizon familial, une école de la vie. Éloigne-toi un peu, on va rater les actualités. Ouais, je sais, inspecteur. J'ai violé tous les articles de votre code et vous allez me bouquer pour le restant de mes jours. Allez quand même ce soir faire un petit tour vers... La cinéphilie est la passion envahissante du temps, l'invention d'un regard. Oh merde, on projette en panoramique. Et alors? Ah non, moi je vais aller gueuler. Non! Madeleine! Non! La projection! La fenêtre doit correspondre au format 1,65 ou 1,75 qui a été prévu lors du tournage du film. Le format 1,85 constitue une limite qui ne doit être dépassée en aucun cas. Violation de la recommandation internationale ISO. Les jeunes cinéphiles vivent tout entiers dans cette passion, ne voient que par elle. Ils font partie des images, des films, vivent avec les acteurs, les metteurs en scène, comme si leur existence se déroulait entière sur l'écran. Ainsi, dans ce petit film muet d'Agnès Varda, qui nous sert d'intermède entre deux séances de cinéma, où, en 1961, Jean-Luc Godard lui-même et Anna Karina rejouent leur rencontre et leur mariage exactement contemporains. Tous ces jeunes cinéphiles se voient comme des êtres de cinéma. On allait souvent au cinéma. L'écran s'éclairait et on frémissait. Être cinéphile, c'est vivre pour se retrouver dans le noir de la salle, au royaume des ombres. On y voit les fantômes sur l'écran et on y entre en résistance contre la culture académique, celle des adultes, celle des gens sérieux. Là, devant l'écran, en bande, avec les acteurs, la vraie vie commence. J'allais au cinéma en cachette, c'est-à-dire que souvent mes parents allaient au théâtre, par exemple, et j'étais censé me faire mes devoirs et me coucher. Et dès qu'ils étaient sortis pour aller au théâtre, je sortais, j'allais voir un film, et les films, ça durait un peu moins longtemps que les pièces parce qu'il n'y a pas les entr'actes, et alors à la fin, il fallait que je rentre et que je me couche, tout ça avant leur retour, ce qui rendait évidemment les visions de films très angoissantes, et ça m'a probablement amené à partir plusieurs fois avant la fin. Avant la fin du film, nous avions quitté la salle conscients d'avoir marqué des points. J'avoue que lorsque je voyais les jeunes Turcs faire des descentes à la cinémathèque, j'étais passablement impressionnée par cette étonnante patrouille de choc. Je n'allais pas jusqu'à penser qu'il exista au sein de ce commando une sorte de terrorisme interne qui les contraignait à opter pour les mêmes films. Cependant, je devais reconnaître qu'esthétiquement parlant, ils se tenaient bien les coudes. Je suis persuadé que si à la cinémathèque on avait projeté des films avec des sous-titres, si à la cinémathèque on avait projeté des films complets, si à la cinémathèque on n'avait pas passé Les Vampires sans aucun sous-titre, n'est-ce pas, et comme il était, eh ben ça aurait été un très joli spectacle, une très belle salle de spectacle dans Paris, un très beau spectacle. Mais ça n'aurait pas été un musée. Alors il y a les gens qui, quand ils voient du Keaton avec des sous-titres tchécoslovaques, vous disent c'est épouvantable, je comprends rien au film. Ben, alors justement, s'ils comprennent pas Keaton sans sous-titres, alors à cause des sous-titres tchécoslovaques, les gens étaient habitués ont eu ce que je vous ai appelé tout à l'heure, une formation de l'œil. L'œil s'est développé, l'œil s'est accru chez eux, l'observation de l'œil s'est accrue. Et je pense que cette longue fréquentation avec les films constitue quand même un apprentissage. On est toujours... La nouvelle vague, je vous dirais, souvent critiquée sur son inexpérience. Elle est constituée évidemment de gens qui sont venus de partout. Il y a parmi elles des assistants, des scénaristes, mais il y a aussi des gens comme moi qui n'avaient rien fait d'autre que d'écrire dans les cahiers et de voir des milliers de films.
si nous, gens de cinéma, prétendons encore au titre d'artiste, nous ne devons pas oublier qu'il implique le respect strict de cette règle. Il n'y a pas de moralité vraie qui ne comporte de résistance farouche à la tyrannie. C'est de celui à qui le cinéma moderne doit tout, c'est Orson Welles. Tous les jeunes Turcs, les critiques des cahiers les plus virulents, les plus mordus, ceux qu'André Bazin appelle les Hitchcocko-Hawksiens pour leur amour et leur défense d'Alfred Hitchcock et d'Howard Hawks, tous choisissent d'apprendre le cinéma en se donnant des modèles, en élisant des références. Ils apprennent à voir, c'est-à-dire à diriger, à mettre en scène, en choisissant des maîtres, leurs maîtres à filmer. François Truffaut, ainsi, écrit à 22 ans une série de lettres à certains cinéastes. « Je vous admire, je voudrais vous rencontrer, j'aimerais écrire sur vous et parler de vous dans les cahiers du cinéma. » Parmi ceux qui reçoivent ce mot, Renoir, Buñuel, Ophuls, Gans, Rossellini, Lang, Ray, la plupart y répondent, flattés, impressionnés par cette détermination à les aimer et à admirer leurs films. Pour Truffaut et Godard, le plus déterminant d'entre eux est Alfred Hitchcock. Il y a quelques années, écrira Truffaut à Hitchcock, j'étais journaliste de cinéma, lorsqu'à la fin de l'année 1954, je suis allé avec mon ami Claude Chabrol vous interviewer au studio Saint-Maurice, où vous dirigiez La main au collet. Je voudrais aujourd'hui faire un livre d'entretien avec vous, et tout cet ensemble serait précédé d'un texte que j'écrirais, dont l'esprit peut se résumer ainsi. Si, du jour au lendemain, le cinéma devait à nouveau se priver de toute bande sonore et redevenir un art muet, bien des metteurs en scène seraient condamnés au chômage, sauf Alfred Hitchcock, dont tout le monde comprendrait qu'il est le meilleur metteur en scène au monde. Je ne me suis pas présenté, Paul Javal. Monsieur Procoche, vous êtes... Je le sais bien. C'est très chouette. J'aime beaucoup le cinémascope. Oh, ce n'est pas fait pour des hommes. C'est fait pour les serpents, pour les enterrements. That's what I think of that stuff up there, Fritz. Would you like to rewrite it, Jerry? You've cheated me, Fritz. That's not what is in that script. It is. Oh, non. Get the script, Francesca. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle Bellini? Ils se disputent pour les scénarios? Yes, it's in the script. But that's not what you have on that screen. Naturally, because in the script it is written. And on the screen it's pictures. Motion picture it's called. Ah, il dit que c'est pas la même chose quand c'est filmé que quand c'est écrit. Vous vous appelez Fritz Lang et moi Jean-Luc Godard. Je crois que vous avez fait beaucoup plus de films que moi, je crois. Vous savez combien? Non, je ne sais pas. Mais je sais, vous savez moi, beaucoup. Je sais. Vous savez beaucoup plus de mes films que moi-même. Vous en avez fait 42. Mon Dieu, beaucoup trop. Il y a quelque chose qui me frappe toujours chez un, si vous me permettez de vous appeler un plus vieux metteur en scène. Et quoi? Un vieux metteur en scène. Un dinosaure, un dinosaure. Ce qui me frappe, enfin, chez Abel Gans aussi, ou chez Renoir, enfin, qu'on le connaisse, c'est votre extrême jeunesse, toujours, c'est-à-dire d'être intéressé toujours au moment de les choses au moment où elles naissent, où elles arrivent, comme si elles arrivent pour la première fois, vous vous intéressez toujours aux problèmes nouveaux. Est-ce que vous pensez que Écoute, je crois que notre métier, non, l'art du cinéma, c'est non pas seulement l'art de notre siècle, je crois que c'est l'art pour les jeunes gens. Vous pensez que c'est l'art de la jeunesse, plus? Moi, je pense aussi. Monsieur Lang, on est prêt. Merci. Silence, on tourne. Silenzio si gira. Silenzio. Camera. Moteur. Motore. Partito. Jack. Odissea 14.702 prima. Avanti. Azione.
Pour Truffaut, Rossellini est une source d'inspiration. Il a été son jeune assistant, et on le voit ici, à côté de la Ferrari du maître romain. Ils sont amis, et Rossellini, avec André Bazin, est le témoin du mariage de François Truffaut en octobre 1957. Rossellini, sa force, c'est d'ignorer complètement le cinéma en tant que mécanique et en tant que technique. Pour lui, ça n'existe absolument pas. Je veux dire, quand il raconte un scénario, il raconte plein de choses impossibles. Il dit l'armée anglaise rentre dans Orléans, et puis on se dit tiens, il faudra beaucoup de figurants, beaucoup de soldats, et puis on voit Jeanne Aubuchet, on voit une dizaine de soldats en carton rentrer dans une petite maquette. C'est fantastique puisque c'est extraordinaire à force de renoncement, d'effacement devant la chose filmée, et que c'est simplement cette somme de renoncement qui en fait une œuvre magnifique. Comme cinéaste, enfin, par exemple, moi c'est Roberto Rossellini dont j'ai pas été, qui m'a appris des choses esthétiques, mais surtout moi ce qui m'apprend, c'est chaque fois que je suis découragé, je pense à Roberto qui est vieux, qui a plein d'enfants, beaucoup de chiens, qui a eu c'est-à-dire plein de gens à nourrir, et qui chaque fois va dans une direction totale, qui prend des risques inouïs, et c'est souvent une catastrophe. Et donc il repart dans une autre direction, et il lutte toujours, et c'est Wells aussi est comme ça, enfin, et ça je crois, moi ces gens m'influencent comme ça. Renoir, c'est au fond le seul metteur en scène pratiquement infaillible dans le cinéma, enfin qui ne s'est jamais trompé. Et à mon avis, s'il ne s'est jamais trompé ou s'il ne se trompe jamais, c'est parce qu'il a toujours recours à des solutions qui sont des solutions de simplicité ou des solutions humaines. Je veux dire que c'est un metteur en scène qui n'a absolument jamais bluffé, il n'a jamais cherché à avoir un style. Et quand on connaît très bien son œuvre, qui est très complète, et puisqu'il a traité vraiment toutes sortes de sujets, je crois que lorsqu'on est embarrassé, surtout pour un jeune cinéaste, on peut penser à la façon dont Renoir se serait tiré de cette situation, et en général, c'est comme ça qu'on peut trouver une solution. Truffaut et Godard resteront fidèles à Renoir tout au long de sa vie, qui demeure un maître commun. En 1958, lors d'une rétrospective à la Cinémathèque, Truffaut et Godard se donnent une autre admiration commune, qui va les influencer l'un et l'autre fortement, Ingmar Bergman. C'est en voyant son film Monica, avec Harriet Anderson, qu'ils comprennent par exemple comment filmer une femme, ses désirs, son corps, sa sensualité. Et ces plans de Monica, où Harriet Anderson s'éveille, s'étire, prend le soleil, regarde la caméra d'une manière si intense, ces plans passent vers les films des deux cinéastes de la Nouvelle Vague. Par exemple, dans les deux plans finaux des 400 coups et d'À bout de souffle. Qu'est-ce que c'est dégueulasse? Quand il tourne À bout de souffle avec Gene Seberg, Jean-Paul Belmondo et Raoul Coutard portant la caméra à l'épaule ou à bout de bras, Jean-Luc Godard fait davantage que reproduire le cinéma des maîtres admirés. Il invente, sur le tas, une autre manière de filmer. C'est de cette façon que Godard, Truffaut et la Nouvelle Vague sont les plus révolutionnaires. Ils s'affranchissent du cinéma existant, du mauvais comme du bon, pour tourner différemment des films différents. Dans la rue, au milieu des passants et de la vie de Paris, avec un matériel plus léger, sans moyens lourds et sophistiqués pour éclairer et prendre le son, en suivant des acteurs jeunes et encore peu connus, leurs contemporains, racontant des histoires plus proches d'eux, parfois intimes, en tous les cas sur un ton plus personnel et vivant,
en voulant capter les mouvements de la jeunesse, de la vie. Cela en fait un cinéma sûrement plus authentique, même s'il tient à conserver ce qui fait sa personnalité, un style, une stylisation en noir et blanc d'un moment de l'histoire. Quand Scarface, quand Paul Muni prend sa mitraillette, on a l'impression que 5 minutes avant ou 5 minutes après, il aurait peut-être fait autre chose. Et ça, j'aime bien rendre cet aspect, le rendre assez fort, donner toujours l'impression que 5 minutes avant, enfin, si Berg n'aurait pas rencontré Belmondo, ou bien si elle n'aurait pas dénoncé Belmondo, et si elle avait, au contraire, si elle avait croisé quelqu'un dans la rue, ça ne serait pas passé différemment et on aurait eu un autre film. Et qu'est-ce qu'on a ça, c'est comme quand quelqu'un se fait écraser dans la rue. S'il avait traversé 5 minutes après, il ne se faisait pas écraser. Moi, je crois que le programme, enfin, je ne sais pas si on avait un programme, mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je n'avais jamais pensé, si je faisais des films, révolutionner le cinéma ou m'exprimer autrement que les cinéastes d'avant. J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux. Il y a une phrase de Malraux célèbre qui dit « Un chef-d'œuvre n'est pas un navet en mieux », et pourtant, je pensais que les bons films, c'était les mauvais films en mieux. Il y avait des tabous, des lois comme ça, c'était de montrer que tout ça était sans aucune valeur, que ça avait une valeur lorsque les gens les avaient inventés, mais puisque maintenant les gens les copiaient, je veux dire, ce que je dis toujours, Carnet, au moment où il tournait Quai des Brumes, qui est un très grand film, parce qu'il correspond à son temps, à son époque. Carnet avait 29 ans, c'est un très grand film. Carnet, quand il fait Les Tricheurs, il fait un mauvais film parce qu'il copie, c'est des procédés. Il n'a plus l'invention qu'il avait avant. Alors c'était d'aller contre ça. La nouvelle vague, c'était pas du tout de faire, quand on a reproché à Truffaut de faire les 400 coups en disant mais c'est le même sujet que Chien perdu sans collier, c'était pas du tout contre le sujet, c'était contre la manière de le traiter. Autrement dit, je trouve qu'il n'y a pas tellement de la différence pour moi entre un film comme Aimez-vous Brahms et La peau douce, qui est le dernier que j'ai fait, c'est simplement que c'est la même chose, c'est le même film, simplement que dans La peau douce, ce sont les acteurs qui correspondent aux personnages qui les jouent, les choses sont senties justes et on essaye en tout cas, et de les faire ressentir justes, alors que dans l'autre, tout était faux parce que c'était un film que ne pouvait jouer ni Ingrid Bergman, ni Anthony Perkins, ni Yves Montand, donc on partait dans le mensonge depuis le départ. Alors, ce n'est pas l'idée d'un autre cinéma, c'est l'idée du même, en vrai, en y croyant. Allô, Franca? Ça va? Oui, toi aussi? Oui, moi ça va. Oui, j'ai eu un contretemps. Les organisateurs ne m'avaient pas dit que la séance avait lieu 2 soirs de suite. Alors, je suis resté un peu plus longtemps, mais je rentre cette nuit à la maison. Tu me téléphones de Reims? De Reims, oui. Écoute, Pierre, te fatigue pas, j'ai téléphoné avant-hier soir à Reims et tu venais juste de partir pour Paris, alors j'espère que tu t'amuses bien. Mais si j'ai besoin d'une intonation précise pour une phrase, je leur dis voilà la phrase qu'il faut dire, mais en plus il faut penser ça dans ta tête. Par exemple, dans Les 400 coups, j'ai le moment où l'enfant va à l'école, n'ayant pas de mot d'excuse à donner parce qu'il a manqué 3 jours, il décide de dire que sa mère est morte. Bon. Alors nous, on ne sait pas qu'il a décidé ça, on sait seulement qu'il a décidé de dire quelque chose d'énorme. Et ce truc de ma mère est morte, il pourrait le dire de 36 façons, ça pourrait être très sournois, ça pourrait être plaintif, ça pourrait ma mère est morte, ça pourrait je sais pas quoi. Et j'ai décidé qu'il fallait donner l'impression qu'il renonce à le dire, qu'il n'ose plus le dire, et que ça soit donc le professeur qui l'oblige à le dire. Alors, il dit, le professeur lui dit, alors où est ton mot d'excuse? Alors l'enfant dit, c'est ma mère, monsieur, ma mère. Alors le professeur lui dit, ta mère, qu'est-ce qu'elle a ta mère? Et c'est parce que le professeur, évidemment, l'a pressé comme ça, qu'il se dit tout d'un coup, tiens, bah, ça va être, il cherche la bagarre, il va la voir, il dit, elle est morte. Et alors je lui ai dit de penser à ce moment-là, en lui-même, ça vous emmerde. C'est-à-dire, elle est morte, ça vous emmerde, hein? Alors il n'y a pas ça vous emmerde, hein? Mais il le pense, lui, et ça lui donne exactement le regard que je voulais, l'intonation que je voulais, même la position du visage un peu relevée vers lui. Fais voir ton mot. J'en ai pas, monsieur. Ah, t'en as pas. Et tu crois que ça va se passer comme ça? Ce serait trop facile, mon ami. Monsieur, c'était ma mère, monsieur. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est morte. Ah, fichtre. Excuse-moi, mon petit, je pouvais pas savoir. Oui, ce que je trouve formidable dans ces films,
enfin quand moi je travaille avec lui, c'est ce sentiment de liberté, de vérité, ce sentiment de vivre vraiment la caméra. Et c'est l'intuition justement qu'il a de la vérité de toutes les petites choses comme ça. Dans les 400 coups, je le revois souvent et je vois que c'est émaillé par plein de détails qui donnent à ce film beaucoup de poésie. Par exemple, c'est quand mon père vient, je suis à table, je suis dans l'appartement, et regarde le stylo, il dit « Qu'est-ce que c'est que ce stylo ?» Alors je lui dis ben, « Je l'ai changé. » Il dit « Tu fais beaucoup d'échanges en ce moment. » Et vraiment, pour un gosse, ça vous glace le sang quand votre père vous dit un truc comme ça. Et ça, c'est de la pure intuition. Qu'est-ce que c'est que ce stylo? Je l'ai changé. Tu fais beaucoup d'échanges en ce moment. Je me suis rendu compte, pour les 400 coups, que je devais rester très près de l'enfance et surtout très près du documentaire, avoir le moins possible de travailler, fonctionner avec le minimum de fiction. Il y avait certaines légendes, alors il était bon de détruire ces légendes. Et le titre de l'article de Truffaut, je m'en souviens, 1 an avant son succès au Festival de Cannes, c'était « Le cinéma français crève sous les fausses légendes ». Alors il fallait démolir ces fausses légendes pour que le cinéma français renaisse. C'est très bien, plus on l'a, mieux ça vaut pour moi. Moteur. Arthur, 3-7, deuxième. Pierre! Coupe. Tu veux le refaire? Avant, il y avait une seule règle. Il n'y avait qu'une seule manière, il fallait faire comme ça, et si on ne faisait pas comme ça... Enfin, il y avait des gens qui protégeaient ça comme des brevets. Il y avait une franc-maçonnerie dans laquelle il fallait entrer. C'est pour ça que je ne regrette pas à bout de souffle qui a permis de dynamiter, enfin, aux yeux des gens, tout ça. Lorsque j'ai fait Moins Noir, j'ai tourné une séquence que j'aime beaucoup, qui est la séquence où Robinson parle de la guerre d'Indochine. J'ai tourné avec une caméra à ressort. J'étais dans une voiture, je faisais un travelling. J'étais bien obligé, toutes les 20 secondes, de remonter ma caméra, donc de couper l'action. Bon, lorsque, avec Marie-Joseph Yoyotte, nous avons monté les premiers éléments, on a monté ça comme ça, les éléments les uns derrière les autres, donc avec ce que nous appelons des cuts, il n'y avait aucun enchaîné. Et puis j'ai projeté ça à Oumarou Ganda, à Robinson, qui a improvisé là-dessus un merveilleux commentaire. Et je l'ai vu couler, le sang, j'ai vu couler le sang. J'ai vu le sang couler. Et j'ai vu des copains mourir à 2 mètres de moi. J'ai vu les copains qui nous buvions le café après avoir fui le commentaire était tellement beau qu'on n'a pas pu couper une image. Normalement, à ce moment-là, tous les gens qui le voyaient disaient « Mais c'est pas possible, on ne peut pas faire cut-cut, un travelling avec des éléments. » Je me suis aperçu que ça marchait très bien. À des vieux poncifs du cinéma classique qui venaient de tomber. De toute façon, j'ai mal à la tête. On ne sera pas ensemble, mais je voudrais rester à côté de toi. Non, ce n'est pas ça, Michel. Pourquoi vous êtes triste? Parce que je suis triste. C'est idiot. Le cinéma, enfin, si on réfléchit, c'est ce qui rapproche l'art de la vie. La peinture ou la sculpture, enfin, c'est de l'art. On voit très bien c'est de l'art parce que les choses ne sont pas comme ça dans la vie. C'est la transposition, même si ça copie la vie, si ça la recrée, ou la musique aussi, enfin, ça n'est pas... La vie, c'est le métro, les galeries Lafayette, enfin, les voitures, et le cinéma rapproche les deux, enfin... Ce qu'on filme, c'est la vie, et la caméra, c'est l'art, ou alors ou le contraire, enfin. Le tournage était très difficile, parce que je ne savais pas bien où s'arrêtait le travail et où était la vie privée. Par exemple, ça se tournait dans un appartement qui était l'appartement où je vivais avec Jean-Luc. C'est-à-dire que le matin, avant que l'équipe arrive, il fallait à toute vitesse que je fasse le lit au cas où on filme dans la chambre, ce qui était le cas d'ailleurs. Bon, alors il y avait une espèce de mélange de choses. Il y avait... Bon, je me souviens, un soir, je m'étais disputée avec Jean-Luc, et le lendemain, la scène était presque reprise mot pour mot, et je devais la jouer avec Jean-Pierre Léaud. Et j'étais dans un état de paranoïa intense. Je me disais, mais toute l'équipe doit comprendre qu'on s'est disputé la veille. Bon, alors qu'ils en avaient rien à foutre, évidemment, c'était dans ma tête. Je ne t'aime plus, Guillaume. Tu m'empêches de travailler.
Tu m'angoisses. L'amour avec toi, c'est beaucoup trop compliqué. Puis je déteste la façon dont tu parles des choses sans même les connaître. Je ne t'aime plus. Ça, je fais très souvent avec mes acteurs. Je les regarde et puis je les vois faire quelque chose et je dis, ah ben c'est ça qu'il faudrait. Il faudrait que quand vous disiez, là par exemple, je vous l'avoue, quand vous lui direz je vous aime, ben, il faudrait que vous soyez accoudés comme ça, et puis que votre cigarette soit comme ça, et puis votre mèche de cheveux comme ça. Je crois que ça serait bien. Et là, par exemple, je regardais Macha, et puis on disait, tiens, on va essayer de vous mettre comme ça. Ah, ça va pas. Ah, comme ça irait peut-être mieux. J'ai eu l'impression tout le temps qu'on faisait un hold-up. C'est-à-dire que ça avait tout l'air d'un cambriolage. On tournait dans la rue, il était caché dans un coin, invisible, la caméra était invisible, on me donnait un signal dans un coin, il fallait que je cours, je savais pas où j'allais, enfin, tout ça était très mystérieux. Et en fait, ça explique un aspect très important de ces films, c'est qu'ils cambriolent la réalité. J'ai l'impression d'aimer moins le cinéma qu'il y a un an. Uniquement parce que j'ai fait un film et que ce film a plu et comme ça. Alors je souhaite que mon second déplaise énormément et que ça me donne envie de faire du cinéma de nouveau. Parce que c'est ça l'esprit de contradiction dont je vous parlais, si vous voulez. Là, les gens me font totalement confiance, alors j'espère que je vais les décevoir. Comme ça, ils me feront plus confiance et j'aime mieux travailler avec des gens contre lesquels il faut lutter. Le Petit soldat de Godard est interdit par la censure française pendant 3 ans. Entre 2 séances de torture, nous avions de grandes discussions politiques. Il trouvait que c'était complètement idiot de résister puisque je n'avais pas d'idéal. Et comme toute organisation révolutionnaire qui se respecte, ils essayèrent alors de m'endoctriner. Les Français aussi torturent. Les prisonniers attendaient dans l'obscurité ou la prison ou leur tentative d'évasion, c'est-à-dire une rafale de mitraillette dans le dos. Le fiancé de Jamila est mort comme ça. Il n'y a aucun doute, la force est supérieure à l'intelligence. Il faut être fort, c'est vrai, mais pour résister à la force. La nouvelle vague connaît l'échec, du moins l'échec dans les salles auprès du public, et assez rapidement. Les succès des 400 coups ou d'À bout de souffle sont oubliés. En septembre 1961, Une femme est une femme de Godard est un grave échec public. Tu es infâme. Moi, je ne suis pas infâme. Je suis une femme. Lorsque Lola de Jacques Demy sort en mars 1961, ce film pourtant splendide n'attire que 30 000 spectateurs. Celle qui dit bientôt, bientôt et qui sourit dans votre dos, tout enfoncé dans ses pensées, d'espoir si vous les saviez, un énorme espoir insensé, celle qui n'ouvrira ses bras qu'à celui qu'elle reconnaîtra, entre 1000, entre 100 ou 3, à qui elle dira, toi, 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 c'est moi. C'est moi, Lola. Quelle heure est-il? Quoi? Quelle heure est-il? 7h30. Faut que je me sauve. J'ai rendez-vous à 8h. Avec Francky? Non, un ami d'enfance, un type que j'ai pas vu depuis 15 ans. Je l'ai rencontré dans la rue comme ça, c'est fou. Tu prends bien quelque chose avant de partir? Non, j'ai pas le temps. Au revoir, au revoir. Touche-moi. J'ai lavé mes cheveux, on dirait de la soie. Oh oui. Quelques mois plus tôt, ce fut Tiré sur le pianiste, le deuxième film de François Truffaut. Naît alors la légende d'un cinéma d'auteur tombé aux mains d'incompétents, précipitant le cinéma français vers la ruine et le chômage. Et Fido? Rien. Toujours rien. Je crois qu'on s'est gouré dans nos calculs. On part, je te ramène. Et la police? Pas besoin de t'inquiéter. Blanchi, légitime défense. Les voisins ont été très bien, ils ont dit la vérité. T'avais jeté le couteau, que Pline avait voulu t'étrangler. Alors toi, t'as voulu le piquer au bras. Un accident, quoi. Bah si je m'attendais. Et la voiture? La voiture est là-bas. Allez, viens. Je peux pas partir sans les prévenir. Je vais leur expliquer, attends-moi. Tu reviens? Sûr? Tu sais bien. Quand je te détesterai, je mettrai ma casquette. Il y a une autre explication plus profonde, mais personne alors ne veut la voir. La crise du public touche tous les cinémas,
en France et dans le monde, même à Hollywood. C'est une évolution structurelle, un changement de civilisation, dont la nouvelle vague est contemporaine et qu'elle masque même et retarde de quelques mois en France. Mais quand elle cesse d'être nouvelle et attractive pour le grand public, la crise est là, inquiétante et angoissante. La nouvelle vague est comme le bouc émissaire à sacrifier sur l'autel de cette angoisse. Les Carabiniers, en mai 1963, est peut-être le plus cinglant de ces échecs publics, rejetés violemment, puisqu'à peine 20 000 personnes vont le voir en exclusivité parisienne. Lorsque le grand capitalisme américain a déserté Hollywood, il y a quelques années, il y avait une relève à prendre pour la fabrication de productions de grande consommation, celles que vous trouvez justement pour le moins sommaires, mais qui sont justement celles qui plaisent dans le monde au plus grand nombre. Comme malheureusement ce temps a coïncidé avec les prétentions d'une aile esthétisante de jeunes critiques et de jeunes auteurs, nous avons manqué le coche et nous l'avons laissé prendre à l'Italie. Il y a 2 films sur la guerre qui n'ont pas marché, c'était le mien, Les Carabiniers, et le film de Wever, Les odeurs de la guerre. C'était les 2 films sincères et très simples sur la guerre, et qui ont été des catastrophes, alors que tous les autres films, Le jour le plus long, tout ça, c'est des succès formidables, parce que les gens aiment beaucoup les films de guerre, ils aiment beaucoup voir massacrer des gens, torturer des femmes, violer des vieilles dames ou n'importe quoi, ça ils aiment beaucoup, mais il faut que ça soit pour le salut de la patrie, enfin, ou etc. Alors là, on leur montrait un film où on montrait que la guerre était... Finalement, si la bêtise de la guerre venait de la bêtise des gens, alors ça, je pense qu'ils se sont méfiés, ils n'ont pas eu envie de voir ça. Elle bouge encore. 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 Face à l'adversité, Jean-Luc Godard et François Truffaut sont parmi les très rares cinéastes issus de la nouvelle vague à pouvoir travailler en continuité. De Jules et Jim à Baiser volé pour l'un, du mépris à Pierrot le fou ou 2 ou 3 choses que je sais d'elle pour l'autre. Ils travaillent différemment, chacun de leur côté, mais, dès qu'ils le peuvent et qu'il le faut, ils se serrent les coudes, s'épaulent, se soutiennent, s'écrivent, se produisent entre eux. C'est le temps d'une amitié de combat. Monsieur Jim, j'ai quelque chose à vous dire. Voulez-vous m'accompagner ? Jules, regarde-nous bien.
Jules n'aurait plus cette peur qu'il éprouvait depuis le premier jour. D'abord que Catherine le trompe, puis seulement qu'elle meure, puisque c'était fait. On retrouva les corps accrochés dans les roseaux. Le cercueil de Jim était encore plus grand que nature, celui de Catherine un écrin à côté. Il ne laissait rien d'eux. Lui, Jules, avait sa fille. Catherine avait-elle aimé la lutte pour la lutte? Non. Mais elle en avait étourdi Jules jusqu'à la nausée. Un soulagement l'envahissait. Ah, la vie est peut-être triste, mais elle est toujours belle. Tout à coup, je me sens libre. On peut faire ce qu'on veut quand on veut. Regarde. À droite, à gauche, à droite. Oh, le petit con, le petit con. Il roule sur une ligne droite. Il est forcé de la suivre jusqu'au bout. Quoi? Regarde. En 1966, François Truffaut entre même dans la coproduction permettant à Jean-Luc Godard de tourner un film avec Marie-Laine Vlady, auquel il tient beaucoup. 2 ou 3 choses que je sais d'elle. À cette occasion, Truffaut écrit un texte sur Godard, 2 ou 3 choses que je sais de lui, qui dit sa sincère admiration. Est-ce parce que Jean-Luc est mon ami depuis bientôt 20 ans, ou parce que Godard est le plus grand cinéaste du monde que je me suis impliqué dans ce film ? Jean-Luc Godard n'est pas le seul à filmer comme il respire, mais c'est lui qui respire le mieux. Il est rapide comme Rossellini, malicieux comme Sacha Guitry, musical comme Orson Welles, simple comme Pagnol, blessé comme Nicolas Ray, efficace comme Hitchcock, profond comme Bergman et insolent comme personne. Il y a le cinéma avant Godard et après Godard. On est arrivé. Arrivé où? Chez nous. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Dormir. Qu'est-ce qui te prend? Et après? On se réveillera. Et après? Pareil. On commencera. On travaillera. On mangera. Et après? Je sais pas. Mourir. D'autres épreuves rapprochent à ce moment-là Truffaut et Godard, notamment des affaires de censure. Mais l'affaire la plus scandaleuse est l'interdiction de La religieuse de Jacques Rivette en avril 1966, le film adapté d'après Diderot avec Anna Karina, la femme de Godard, dans le rôle principal. Godard se tourne alors violemment contre André Malraux, qu'il juge responsable de ces attaques répétées du pouvoir gaulliste contre la liberté de créer. Marie-Suzanne Simonin, remettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance. Non, monsieur, non. Mon enfant, remettez-vous et écoutez-moi. Monseigneur, vous me demandez si je promets à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance. Je vous ai bien entendu. Je vous réponds que non. Messieurs, et surtout vous, mon père et ma mère, je vous prends tous à témoin. Je suis ici contrainte et forcée. J'ai fait semblant jusqu'à ce jour de suivre la volonté de mes parents pour protester publiquement contre la violence qu'on veut me faire. Je n'ai aucune vocation. Je ne veux pas obéir à mes parents. Chers parents, faites-moi tout ce qui vous plaira, tout, excepté religieuse. Qu'elle me followe, qu'elle ne fera pas. Non, 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 non. Laquelle? Sœur, guide, meurt, pensée, c'est le marxisme, léninisme. Camarades et amis, aujourd'hui je vais vous parler des actualités. Les actualités, on sait ce que c'est, on en voit tous les jours au cinéma. Oui, mais justement, il y a une idée fausse qui circule à propos des actualités au cinéma. On dit que c'est Lumière qui a inventé les actualités. Donc que lui faisait du documentaire. Alors qu'à la même époque, il y avait un autre type qui s'appelait Méliès, dont tout le monde dit que lui faisait de la fiction, que c'était un rêveur qui filmait des fantasmagories. Et moi je pense justement que c'est le contraire. Un problème? Bah oui.
Il y a 2 jours, j'ai vu à la Cinémathèque un film de monsieur Henri Langlois, directeur de la Cinémathèque, sur Lumière. Et ce film prouve que Lumière était un peintre. C'est-à-dire qu'il filmait exactement les mêmes choses que peignaient les peintres contemporains de son époque, des gens comme Pissarro, Manet ou bien Renoir. Quand, en février 1968, Henri Langlois est démis de ses fonctions de directeur de la Cinémathèque française, à l'initiative d'André Malraux, la solidarité de la Nouvelle Vague rejoue de ses effets. François Truffaut et Jean-Luc Godard sont en première ligne dans le combat pour la réintégration de Langlois. Ils mobilisent les cinéastes, en France et à l'étranger, ils pétitionnent, ils manifestent et multiplient les textes et pamphlets contre Malraux. Ils tournent même un petit film ensemble pour le comité de défense de la Cinémathèque. En général, les films sont exploités pendant une période de 7 ans. Après, ils sont projetés dans des salles d'art et d'essai, comme celle-là. Si parfois leur vie peut se continuer, c'est grâce à Henri Langlois qui, à la Cinémathèque française, se charge de leur conservation. Et si vous avez choisi de venir voir le film que vous voyez ce soir, ou si vous avez l'habitude de revoir les films que vous aimez, vous êtes donc forcément des amis de la Cinémathèque. Alors n'attendez pas pour adhérer au comité de soutien de la Cinémathèque française. En février et en mars 1968, au plus fort de la mobilisation, plusieurs manifestations sont organisées pour soutenir Langlois. C'est Godard qui confectionne cette banderole-là. Merde à la culture UNR, avec André Labarthe. Truffaut, entouré de Jean-Pierre Léaud, mais aussi Nicolas Ray, Godard en homme de l'ombre, avec Rivette, Chabrol, Barbet Schroeder, Jean Eustache, Alain Resnais et Pierre Cast, sont les principaux soutiens à Langlois, face aux policiers et au CRS qui, à plusieurs reprises, ont chargé les manifestants. À travers l'affaire Langlois, le cinéma français a vécu son mai 68 avec 3 mois d'avance. Une fois Langlois réintégré et le combat pour sa cinémathèque gagné, il n'est guère étonnant de retrouver les cinéastes dans la rue en mai 68, aux côtés des étudiants et des grévistes. Le cinéma s'engage, s'insurge et organise ses états généraux dans le but de changer un système qu'il a souvent combattu au cours des années 60. Le cinéma manifeste, avec au premier rang Louis Malle, Alain Resnais, Cast, Daniel Valcroze, Rivette. Comme si les images de mai 68 étaient encore celles de la nouvelle vague. Ceux qui ont vécu cet engagement l'ont fait avec en tête des plans des films de Godard ou de Truffaut. À Cannes, à la mi-mai 1968, quelques cinéastes insurgés réclament et obtiennent, dans la confusion, l'annulation du festival. Des nouvelles. Heure par heure, on annonce que des usines sont occupées, que telle et telle ferme, que le train ne marche plus, maintenant ça va être les métros et les bus. Alors si on annonce toutes les heures et le festival de Cannes continue, eh bien c'est franchement ridicule. Nos camarades étudiants nous ont donné l'exemple en se faisant casser la figure il y a 1 semaine. Il s'agit de manifester avec un retard d'1 semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France. François Truffaut et Jean-Luc Godard, là encore, sont ensemble dans le mouvement, impulsant, haranguant, dirigeant. Et les ouvriers, et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes... Sur les images de la mutinerie du Festival de Cannes, on perçoit que les mutins ne sont pas exactement sur la même position. Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers ou étudiants tels qu'ils se passent aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul, qu'il soit fait par Forman, par moi, par Polanski, par François, il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Quand Truffaut manifeste pour arrêter un festival qui se couvrirait de ridicule s'il continuait, de déclarer clos le 21e Festival international du film. Godard est déjà engagé, militant, dans la disposition à transformer en profondeur son cinéma lui-même, sa forme et son contenu. S'il vous plaît, tout le monde sur moi. Bon, s'il vous plaît. En vitesse, on va leur faire une fois. Godard et Truffaut prennent, après mai 68, des chemins très différents. Les 2 anciens amis font des choix antagoniques qui, très vite, vont les opposer. Godard change tout, son cinéma, sa vie, ses amis,
par radicalité politique. Truffaut poursuit son cinéma comme indifférent au contexte politique du temps. Enfin, dit sous forme schématique, disons, le cinéma m'a fait découvrir la vie et la vie m'a fait abandonner une manière de faire du cinéma que j'avais avant et me faire redécouvrir un autre cinéma. Non, ça collait plus du tout. Finalement, bien avant mai 68, je commençais à en avoir marre de faire mes films d'esthète. Je tournais en rond. J'étais prêt à recevoir mai dans la gueule et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Leurs vies divergent. Truffaut se voit comme un auteur artisan du cinéma classique et le met en scène dans un film manifeste, La Nuit américaine. Avant de commencer un tournage, je désire surtout faire un film qui sera beau. Dès que les premiers ennuis surgissent, je dois réduire mon ambition et je me prends à espérer simplement qu'on arrivera à terminer le film. Vers le milieu du tournage, je fais un examen de conscience et je me dis « Tu aurais pu travailler mieux, tu aurais pu donner davantage. À présent, il te reste la seconde moitié pour te rattraper. » Et à partir de ce moment, je m'efforce de rendre plus vivant tout ce qui sera montré sur l'écran. Les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Godard fuit le système, s'isole et s'exile dans un cinéma ainsi défini, faire politiquement des films politiques, un cinéma de tract, d'essais, de critique du cinéma classique et de ses mots. Mon boulot, c'est faire des films. L'exploiteur ne raconte jamais à l'exploité comment il l'exploite. Donc nous, dans ce raconte, nous qui sommes précisément l'information, le cinéma, la télévision, la presse, nous qui sommes dans ce discours de l'exploiteur qui raconte à l'exploité. Parce que c'est ça le cinéma, les romans, la presse, la télé, c'est raconter. Nous qui sommes là-dedans, nous devons précisément raconter d'une autre manière pour à la fin raconter autre chose. C'est la fin d'une amitié, minée par les divergences sur le rôle du cinéaste et son engagement. Sur ce fragment d'un film tract, Godard dénonce Truffaut comme cinéaste bourgeois, notable du Hollywood sur scène. Truffaut réplique dans ses films, attaquant lui l'instrumentalisation politique de l'œuvre d'art. Je suis assez ignorante, je sais, mais je suis certaine d'une chose, c'est qu'une œuvre d'art ne peut pas être un règlement de compte, ou alors ce n'est pas une œuvre d'art. Bon, ben justement, tu vois, je me suis posé la question. Et c'est à ça que je pense en ce moment. Je pense tout le temps. Je sais bien que dans les périodes troublées, écrit François Truffaut, l'artiste se sent vaciller et que la tentation lui vient d'abandonner son art ou de le mettre au service d'un idéal précis, immédiat, devenir par un film un militant politique. Lorsque ce genre de pensée me traverse la tête, je pense à Matisse. Il a connu 3 guerres, mais n'en a pratiqué aucune. Trop jeune pour celle de 1870, trop vieux pour celle de 1914, patriarche en 1940. Il est mort en 1954, entre la guerre d'Indochine et celle d'Algérie, ayant terminé son œuvre, des poissons, des femmes, des fleurs, des paysages avec des amorces de fenêtres. Ce sont les guerres qui furent les événements frivoles de sa vie, les milliers de toiles en étant les événements graves. L'art pour l'art? Non. L'art pour la beauté, l'art pour les autres, l'art pour faire du bien. C'est Godard qui le dit lui-même. Quand on ne partage plus les mêmes idées sur le cinéma, quand on n'aime plus les mêmes films, on ne peut plus vivre ensemble, on se dispute, on se sépare, l'amitié s'éteint. Cette amitié, qui passait par le cinéma, n'est donc plus qu'un souvenir nostalgique, mélancolique, imprégnant une époque, celle de la Nouvelle Vague, où les clins d'œil aux copains parcouraient les films comme une chaîne de fraternité souterraine, mais forte et insécable, qui rendait plus fort et qu'on ne semblait pas pouvoir couper. C'est Godard, rendant hommage à Demy et à Lola dans Une femme mariée. C'était dans quel film qu'il y avait un marin et une petite fille? Il la prenait dans ses bras, il tournait avec elle. Et ça allait très très lentement. Ah oui, du ralenti. Je ne sais pas. C'était très beau. Saluant Truffaut dans Une femme est une femme, en filmant à sa manière
la Jeanne Moreau de Jules et Jim. Ça va? Et vous, ça marche avec Jules et Jim? Moderato. Ou la Marie Dubois de Tirer sur le pianiste. Ça piche? Non, justement, je voulais te voir. C'est quoi, ces livres? Tirer sur le pianiste? J'ai vu les films. Aznavour est génial. Où tu vas? Je les raccompagne à leur voiture. Et moi? Pourquoi tu m'as demandé de venir? La présence déchirée de Jean-Pierre Léaud attise les rancœurs, comme s'il se disputait un enfant, l'enfant de la vague. Léaud est l'enfant de la nouvelle vague, l'incarnant par sa présence si particulière, si intense, si fragile parfois. Mais il grandit, en se nourrissant des différences entre les films qu'il tourne. Né Antoine Doinel chez Truffaut, il s'en affranchit, tout en y revenant régulièrement. Truffaut comprend ce processus, ce devenir adulte, et confie lui-même à Léaud des rôles différents dans Les Deux Anglaises, puis La Nuit américaine, tout en suivant Doinel dans Antoine et Colette, Baiser volé, Domicile conjugal. Après Jules et Jim, je crois qu'un producteur m'a demandé de faire un sketch français dans un film international. Je n'avais pas beaucoup d'idées, pas de scénario. Je me suis dit, mais au fond, pourquoi ne pas reprendre Antoine Doinel et le montrer dans sa première aventure sentimentale dans le cadre des Jeunesses musicales de France. Mais j'ai quand même attendu plusieurs années avant de faire Baiser volé, qui a été une sorte de retour d'Antoine Doinel. Et la fin de Baiser volé, je crois, était assez ambiguë. Enfin, il y avait quand même assez d'éléments pour annoncer la suite qui a été Domicile conjugal, donc Antoine Doinel marié. Dis donc, ils sont pas pareils alors. Oh, qu'est-ce que tu dis? T'es complètement fou. Ah non, je t'assure, il y en a un qui est plus gros que l'autre. Oh, écoute, c'est pas vrai. Ah si, c'est Non, vrai. c'est pas vrai. Non, c'est vrai. Bah, tout le monde est comme ça, alors. Non, pas du tout, tu vois. Même pour les différencier, je sais pas, faudrait leur donner un nom, par exemple Laurel, Hardy. Écoute. Non, mais c'est vrai. Ou bien je sais pas, si tu préfères Don Quichotte, et puis celui-là, le petit gros, là, et sans chevaux ça. Écoute, Antoine, tu me fais pas rire. Allez, je tape. Évidemment, Doinel lui convient comme un gant parce que c'est écrit en pensant à lui. Et il arrive même que les scènes soient inventées simplement parce que je sais qu'il va être dedans très amusant, ou du moins je m'amuse déjà sur la feuille de papier en y pensant. Comme le personnage de Doinel existe sur plusieurs films et une période d'une dizaine d'années, confie Jean-Pierre Léaud, je me suis identifié à ce personnage et donc à travers lui, je me suis identifié à François. Mais parfois, je vais contre. Pour exister, je dois aussi refuser ce personnage, donc, d'une certaine manière, repousser François. C'est le rôle qu'a joué Godard pour moi à certains moments. Il m'a permis de m'évader de la cage dorée d'Antoine Doinel. Moi, je te dis que tu ne trouveras jamais une solution individuelle. Il n'y en a pas. Il faut se bagarrer. Et à force d'être dans les luttes, on finit par apprendre. Toi, tu acceptes trop de choses. Ce n'est pas possible. Dans les films de Godard, ce qui m'impressionnait le plus, c'est à quel point il est précis dans ce qu'il attend des acteurs. Il sait au mot près ce qu'il veut. Il sait s'il faut parler vite ou lentement. Tout ça est très déterminé, contrairement à ce qu'on pourrait penser de lui. De ce point de vue, le travail avec lui est très soutenu et intéressant. Avec Truffaut, que je connais depuis très longtemps, ce n'est pas la même ambiance. Il y a moins de tension, toujours une grande entente tacite entre nous. Genre, la neige était sale. Ah oui, très bien. Oui, Alphonse? Tiens, regarde, j'ai reçu un télégramme de Tokyo, on me propose un film. J'ai envie de dire oui. Ah oui, Premier amour, Tourguenieff, c'est une belle histoire, et puis alors... Tu crois que le film sera bien? Entre les deux, je me suis posé des problèmes d'identité. C'est normal qu'un acteur se les pose. Surtout dans mon cas, puisque très jeune, j'ai été marqué par un personnage qui est l'Antoine Doinel de Truffaut.
Antoine Doinel, 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 Antoine Doinel. Je ne sais pas qui il est, vous voyez, il est une synthèse un peu de Jean-Pierre Léaud et de moi, c'est-à-dire, je sais quelqu'un qui, par exemple, fera rire ou sourire avec ses malheurs. Vous aimez la musique, Antoine? Oui, monsieur. Ce qui permet de, avec légèreté, de dire des choses quelquefois assez graves quand même, ou assez tristes, parce qu'on sait que ça ne sera pas larmoyant ni trop sentimental. Vous dites que je suis exceptionnelle. Ah oui, c'est vrai, je suis exceptionnelle. Toutes les femmes sont exceptionnelles, chacune à leur tour. Vous, là, vous êtes tout à fait exceptionnelle. Parce qu'il y a chez lui une espèce de vaillance, il y a une bonne foi aussi, et il y a certainement de la naïveté, et puis il y a une très grande part d'enfance qui est préservée, qui fait qu'on oublie son âge réel, parce qu'en réalité, Jean-Pierre Léaud a 27 ans, et on le regarde tout le temps comme s'il en avait 18. Monsieur, où allez-vous? Il n'y en a aucune qui vous plaît? Je savais pas que ça se passait comme ça, je suis un petit peu gêné. Ouais. Mais non, voyons, c'est très facile. Regardez, vous choisissez, puis... Hein? Ça, allez, allez. Je ne veux pas qu'il soit trop lié à Antoine Doinel. Vous voyez, il a fait d'autres films, il a tourné Masculin-Féminin avec Godard, il a tourné avec Skolimowski, avec toutes sortes de metteurs en scène. Il ne faut pas qu'il soit identifié trop étroitement à Doinel. Muriel, voici Claude. Claude, c'est Muriel. Bonsoir. Jean-Pierre Léaud, pour la première fois, sous votre direction, n'est pas Antoine Doinel, c'est-à-dire, en fin de compte, n'est pas vous-même. Voilà. Oui, cette fois-ci, c'est un rôle de composition pour lui. Je dois dire que le plus difficile, certainement pour lui, c'est de jouer un personnage qui est probablement né riche, vous voyez, et qui est à l'aise dans la vie. Et Jean-Pierre Léaud doit jouer presque comme s'il était grand, et comme s'il était né confortablement, comme s'il était sportif, comme s'il était en harmonie avec la vie. C'est dans cette mesure que c'est un rôle de composition. Léaud voudrait ne pas devoir choisir, tourner avec Truffaut, puis avec Godard, et inversement. Et c'est pour lui de plus en plus difficile. Il sombra dans le désespoir. Il restait des jours entiers enfermé dans l'obscurité, doutant de tout et même de sa propre identité. Il attendait le sommeil en répétant à voix basse « Je ne suis personne, je n'existe pas, je ne comprends plus rien à la vie ». Il vit mal cette époque de sa vie, miné par les divisions de ses pairs. Tu es un très bon acteur, le travail marche bien. Je sais, il y a la vie privée, mais la vie privée, elle est boiteuse pour tout le monde. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit. Les gens comme toi, comme moi, tu le sais bien, on est fait pour être heureux dans le travail, dans notre travail de cinéma. Salut Alphonse, je compte sur toi. À la mi-juin 1973, Jean-Luc Godard, sorti exaspéré d'une projection de La Nuit américaine, écrit à François Truffaut. Probablement, personne ne te traitera de menteur. Aussi je le fais. Ce n'est pas plus une injure que fasciste, c'est une critique. Et c'est l'absence de critique où nous laisse ton film, dont je me plains. Tu dis, les films sont de grands trains dans la nuit. Mais qui prend le train? Dans quelle classe? Et qui le conduit avec le mouchard de la direction à ses côtés? Et si tu ne parles pas du Trans-Europe, alors c'est peut-être celui de banlieue, ou alors celui de Dachau au Munich, dont bien sûr, on ne verra jamais la gare. Tu es un menteur. Godard a également écrit une lettre sévère à Léaud, qu'il fait passer par Truffaut. Attends, il y aurait beaucoup de gens. Il y aurait des ouvriers. Il y aurait des paysans. Et des bourgeois. Et des bourgeois, petits et grands. La réponse de Truffaut est violente. Longue lettre de 20 pages qui marque la rupture définitive dans cette amitié et peut-être plus encore une véritable fracture dans l'histoire du cinéma français. Je te retourne ta lettre à Jean-Pierre. Je l'ai lue et je la trouve dégueulasse. C'est à cause d'elle que je sens le moment de te dire longuement que selon moi, tu te conduis comme une merde. Tout ça bougerait énormément, à chaque place son petit mouvement. Je n'aime pas chez toi cet art de te faire passer pour une victime, alors que tu te débrouilles toujours très bien pour faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, et surtout, préserver l'image pure et dure que tu veux entretenir, fût-ce
au détriment des gens sans défense. Comportement de merde. L'idée que les hommes sont égaux est théorique chez toi et n'est pas ressentie. Il te faut jouer un rôle, et que ce rôle soit prestigieux. Truffaut et Godard ne se reverront plus, et le cinéma français, du moins la nouvelle vague, en restera brisé. Sur ce visage de l'enfant de la nouvelle vague, qui vieillit jusqu'à aujourd'hui et son image d'Indien un peu illuminé, vieux sage ou dernier des Mohicans, puis redevient peu à peu le jeune Douanel et l'enfant qu'il fut en mai 1959, découvrant Cannes et son festival avec les 400 coups, garçon turbulent mais poignant, gouailleur mais arrêté, enfermé, déchiré, ce parcours avec ses deux pères de la nouvelle vague, François Truffaut et Jean-Luc Godard, s'achève sur une note mélancolique. Le mot fin reprend celui des 400 coups. Regard caméra, image arrêtée du petit fugitif qui découvre la mer et se tourne vers nous pour nous prendre à témoin. Mais nous ne saurons jamais ce qu'il y a au fond de ce regard. On n'a pas mis ton âge sur la lettre. Quel âge as-tu? J'ai 14 ans. T'as 14 ans? Oui. Ah bah c'est un peu vieux hein, pour les rôles principaux. Oh oui, mais je suis pas très grand. Hein. Ah bon? Tu parais 12 ans et demi, tu crois? Bah, je pense. Et... Puis vous aviez dit qu'il fallait un gars qui soit gouailleur. Et ben, bon, C'est gouailleur? Oui. Ah bon? C'est pour ça, parce que le gars penseur, moi... Non. Non. Et tu vas en classe où? Oh bah, ça, je suis à 200 km de Paris, alors pour venir, je suis... Hier, j'ai pris le train, puis je suis venu spécialement. Ah bon? Ça me fait des vacances, quoi. Ouais. Sinon tu es en pension? Oui, je suis en pension interne, quoi. Je sors juste aux grandes vacances. Mais là, ils vont pas être contents alors de te voir manquer comme ça. Oh, mais eux, ça fait rien du moment que je suis content. Ah bon? C'est essentiel. Et ta maman joue hein, au cinéma? Oui, oui, aussi. Quel nom? Comment elle s'appelle? Jacqueline Pierreux. Ah ouais. Et tu connais Monsieur Daubarki, je vois. Oh ben moi je connais pas grand monde, c'est ma mère qui le connaît, puis alors on l'a rencontré sur les Champs-Élysées. Ah bon? Alors ma mère justement elle a dit tiens, monsieur, enfin un ami, on a vu dans le journal pour qu'il fasse du cinéma, les enfants. Alors il a dit il y a mon fils, hein. Puis il a dit bon ben envoyez-le de ma part, puis alors de ma part on a envoyé une lettre de sa part. Il est gentil Monsieur Daubarki? Oh ben vous savez je l'ai vu 5 minutes, enfin il semble très gentil. Ouais. Sur la route comme ça. Et dans la vie tu es plutôt triste ou gai? Oh moi je suis gai, je suis pas triste. Ah bon? Bon, très bien. Coupé.